L'affaire Griveaux et dans son sillage, les propos de Christophe Castaner sur le patron du premier secrétaire du PS qui avait dénoncé la veille la légèreté incroyable de l'ancien candidat à la mairie de Paris. Nouvelle salve de réaction de la part de la classe politique, indignée une nouvelle fois à l'affaire Griveaux. Que dit-elle sur la société française? Y aura-t-il un avant et un après? Comment surtout la perçoit-on à l'étranger? C'est l'objet de notre face-à-face ce soir. Et pour en débattre, nous sommes sur ce plateau avec Juan José Dorado, journaliste espagnol, correspondant à Paris. Bonsoir Juan José Dorado, merci d'être avec nous. En direct par Skype, Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch italien, on le précise. Bonsoir Matteo Ghisalberti, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Juan José Dorado, la première question est pour vous. Comment avez-vous perçu, vous, cette affaire Griveaux en tant qu'Espagnol, en tant qu'étranger, correspondant à Paris ça a dû vous étonner un petit peu? Oui, surpris, tout à fait, parce qu'effectivement, on ne s'attendait pas aux révélations de ces vidéos de M. Benjamin Griveaux, et d'autant plus que nous, les Espagnols, s'intéressent beaucoup à la politique française, et notamment à ces élections municipales, et notamment à Paris, puisque la maire sortante, Mme Anne Hidalgo, oui, est née en Espagne, et ses relations avec l'Espagne sont importantes, donc on est vraiment des suiveurs de l'actualité de la politique municipale à Paris, et ces élections qui s'annoncent au mois de mars. Donc on a été vraiment surpris. Encore une fois, on ne s'attendait pas, comme personne, puisqu'il n'y avait pas eu des rumeurs. Souvent, les journalistes, on a des rumeurs, des commentaires, quelques jours auparavant, qui vous disent qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'était pas vraiment le cas pour nous cette fois-ci. Donc, encore une fois, la surprise, mais bien sûr, on s'est beaucoup intéressé et on a beaucoup travaillé sur ce qui s'est passé les premiers jours avec le renoncement à être candidat à la mairie de Paris, mais aussi sur les conséquences de ce renoncement par rapport à M. Griveaux, mais aussi par rapport à la République en marche et même à M. Macron. Et puis, bien sûr aussi, on s'est intéressé aux protagonistes de cette affaire, puisque parmi les protagonistes de cette affaire, il y en a un particulièrement, qui est né en Espagne, d'origine espagnole, c'est M. Juan Branco. Donc il y avait beaucoup de raisons qui faisaient que nous, les Espagnols, les journalistes espagnols correspondants à Paris, étions intéressés en ce qui s'est passé depuis une petite semaine. Alors on va aller plus en détail dans la réaction notamment des Espagnols. On va se tourner vers Matteo Ghisalberti, l'italien, c'est pas très loin de l'Espagne. Vous aussi, Matteo, surpris par cette affaire Griveaux et cette démission? Sans doute, tout a été très rapide. Je dois dire que j'aurais cru que l'ancien candidat à la mairie de Paris aurait pu rester encore un petit peu dans les chaussettes, dans la situation d'un candidat, mais effectivement, tout était très grave. En Italie, la chose a attiré l'attention des médias, mais disons, ils ont tout simplement suivi ce qui se disait dans les médias français. Ils ont suivi aussi un peu l'évolution du point de vue juridique, judiciaire surtout de la situation. Mais ils n'étaient pas trop étonnés parce que de toute façon, on n'a pas eu vraiment des situations similaires dans le sens d'un candidat qui est obligé à démissionner ou en tout cas à se retirer d'une course dans les dernières années. Mais sans doute, dans la politique italienne, on connaît aussi d'autres situations qui ont fait couler beaucoup d'encre. Oui, effectivement. Vous évoquez certainement la situation de Silvio Berlusconi. Évidemment, on va en parler parce que la question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est la même chose en Espagne. Est-ce que le même candidat, est-ce qu'il démissionne, il reste au pouvoir et les Espagnols se disent bon bah écoutez c'est pas grave, c'est sa vie privée et le candidat reste ou justement ça aurait été certainement la même situation? Alors, on n'a pas eu la même situation, donc c'est difficile de dire, mais par contre... Non, mais on connaît la mentalité de son pays. Voilà, mais on a eu un cas assez semblable. C'était en 2012, où une conseillère municipale de la ville, d'une ville près de Tolède, avait envoyé une vidéo érotique à l'un de ses copains qui a
publié cette vidéo. La première réaction de cet élu a été de le dénoncer, bien sûr, mais aussi de démissionner en tant qu'élu municipal de sa ville. Donc la réaction première était de démissionner, mais à l'époque, je vous le rappelle, c'était en 2012, donc ça fait quand même assez loin. La loi n'interdisait pas la diffusion des vidéos de cette caractéristique, tout simplement parce que la loi espagnole à l'époque considérait que si vous envoyez une vidéo et cette vidéo est publiée par la personne qui l'a reçue volontairement de votre part, il n'y avait pas de peine à appliquer. Depuis cette affaire, évidemment différent en France. Voilà, mais depuis cette affaire, la loi espagnole a changé. Elle est devenue comme la loi française, c'est-à-dire que maintenant il faut donc avoir l'autorisation de la personne qui a envoyé la vidéo pour pouvoir la publier. Donc, à votre réponse, a priori, ça se serait passé de la même façon, parce que dans d'autres cas où des élus ont commis peut-être pas des fautes pénales, mais des impairs par rapport à son attitude vers la population ou à certains axes de sa politique, on se sont vus rapidement mettre des côtés. Mais ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute, mais c'est pour ça que je dis, c'est pas pénal. On est dans la morale. On est dans la morale. Donc, par contre, effectivement, du côté espagnol, on tient beaucoup à l'exemplarité, entre guillemets. Donc, si effectivement vous êtes, entre guillemets, toujours coupable de quelque chose d'amoral, il est probable que vous soyez obligé de démissionner, tout simplement parce que vous n'irez pas très loin. Et puis, on savait de toute façon, dans le cas de M. Griveaux, que malheureusement pour lui, les enquêtes d'opinion ne lui étaient pas favorables non plus pour pouvoir continuer à être candidat. Oui, Matteo Ghisalberti, parce que c'est vrai qu'il y a la décision propre et personnelle de Benjamin Griveaux, mais il y a aussi l'opinion publique qui finalement, on a allumé toutes les chaînes de télé, lu toute la presse. Alors ça ne reflète pas forcément nécessairement toujours l'opinion des Français, on la connaît pas nécessairement sur ce point, mais qui a quand même largement défendu Benjamin Griveaux en disant que c'était effectivement lui la victime, si aux yeux de la loi, elle est effectivement. Vous avez réagi comment, vous, en Italie par rapport à ça? Effectivement, disons que ça a été plutôt une réaction comme celle des Français face à cette situation, dans le sens que la victime était effectivement Benjamin Griveaux quand cette vidéo a été publiée. Et puis, naturellement, après, avec le passage du temps, on a vu qu'il y avait aussi des situations un peu plus complexes à définir, à dénouer. Ce qui est intéressant, c'est en tout cas le fait que, comme disait Juan Dorado, que depuis 2012, depuis une dizaine d'années, la situation a changé vraiment un peu dans tous les pays européens en ce qui concerne les crimes qui sont liés à la diffusion de vidéos non seulement à caractère pornographique, mais aussi qui ont comme protagonistes des jeunes, par exemple à l'école, dans des cas de cyberharcèlement. Les lois ont changé beaucoup. En Italie, il y a eu un cas qui n'a pas concerné un homme, une femme politique, mais une fille qui a été effectivement victime de ce qu'on appelle en anglais le revenge porn, et qui est un peu le même cas de Benjamin Griveaux. Et cette chose a permis d'avancer un petit peu, surtout du point de vue technique aussi, parce que ce n'était pas... Et encore, c'est compliqué, ce n'était pas facile et c'est encore compliqué de enlever des contenus d'Internet, de contenus de vidéos de ce type qui portent atteinte à la dignité d'une personne. Nous, on a eu du mal. Vous avez parlé de... Il est la victime, c'est vrai, il est la victime parce que la loi dit qu'il est victime, mais en Espagne, on a eu du mal aussi à défendre le fait qu'il soit la victime, dans le sens qu'il n'y aurait pas eu de cas Griveaux s'il n'y avait pas eu de vidéos. Personne lui avait demandé d'enregistrer ce type de vidéos et de l'envoyer, sachant le risque que ça peut supposer pour un homme politique, donc un homme public qui, en plus à l'époque, il était ministre. Il n'était même pas candidat à l'époque, il était ministre. Donc c'est encore plus compliqué.
Et puis, il ne faut pas non plus oublier que la France paraît, que découvre l'affaire Griveaux, mais on oublie qu'il y a quelques années, il y a eu quelque chose de semblable en France, c'était le cas Balbuena, avec Karim Benzema, une vidéo aussi sexuelle qui a été publiée et qui a eu quand même, dont le procès n'a pas encore vraiment terminé, eu lieu en fait, et qui va avoir lieu. Donc ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et nous, on a été surpris de voir comme en France, on prenez ça comme si c'était la première fois. Ben non, c'est pas la première fois, c'est déjà arrivé. Et encore une fois, ce qu'on veut, en Espagne, on a cette sensation, c'est qu'on est très moralisateur en France quand on parle vers le public, mais qu'on ne l'est pas du tout quand on porte un regard sur sa vie privée. La vie privée et la vie publique, c'est vrai qu'il y a une ligne qui est de plus en plus mince. Mais en même temps, c'était aussi, on considère que les hommes politiques ont aussi quelque chose à faire là-dessus, c'est-à-dire on ne peut pas aller sur les plateaux de télé ou de radio pour parler de ses enfants, de sa famille, on ne peut pas aller sur les couvertures de la presse People et puis demander qu'on ne s'intéresse pas à votre vie privée que vous-même avez étalée. Donc il y a quelques années, la France faisait très bien la différence, mais depuis une dizaine d'années, en France, on ne fait plus vraiment cette différence et c'est surtout les hommes politiques qui la font pas. Donc, faut faire très attention et c'est pour ça qu'on a parfois du mal à considérer que dans des cas comme ça, ces personnes, dans le cas de Benjamin Griveaux, sont vraiment les premières victimes. Matteo Ghisalberti, vous n'êtes pas d'accord justement c'est peut-être, vous parliez de Silvio Berlusconi, hein, vous êtes peut-être habitué, vous Alors, donc, je pense qu'en Italie, on a moins de problèmes, disons, à ne pas s'occuper des mœurs, bien que en Italie aussi il y a une attitude, comment dire, bien pensante. On a eu nous aussi tout un tas de politiques qui ont étalé leur vie familiale. Il faut aussi se rappeler que l'Italie a été longtemps, maintenant elle est un peu moins, mais elle a été longtemps un pays très catholique, donc les hommes et femmes politiques ont souvent présenté leur modèle familial comme un modèle comme celui de la famille parfaite ou presque, mais après il y avait naturellement tout un tas de problèmes derrière, mais en revanche, ce qui a changé beaucoup en Italie, notamment depuis l'arrivée au pouvoir, mais aussi dans le Parlement, quand ils étaient à l'opposition, du mouvement 5 étoiles, qui a imposé, disons, une feuille de route aux institutions italiennes pour que on observe un comportement vis-à-vis des institutions et donc aussi des citoyens très, comment dire, modèle. Et effectivement, si vous vous souvenez, l'année passée, l'un des secrétaires d'État qui était un représentant de la Ligue de Matteo Salvini, bien que Salvini était encore au gouvernement, il a dû démissionner pour des suspects de malversation. Mais ça, c'est pas la même chose, Matteo Ghisalberti. Il y a une faute de la part de cette personne, de ce responsable politique, et aux yeux de la loi, Benjamin Griveaux n'est fautif de rien. On est dans la pure morale. Hein. Mais justement, la chose par contre qui est très intéressant dans ce cas, c'est que Benjamin Griveaux a été jugé par quelqu'un qui finalement a estimé que comme il ne faut pas avoir de la morale, quelqu'un qui l'a ou qui l'étale doit payer pour cette fausseté, si on peut dire comme ça, mais alors qu'effectivement il avait commis aucun crime et voilà, c'était du ressort de la vie privée. Effectivement, Juan José Dorado, Matteo Ghisalberti, qui fait référence à l'activiste russe Piotr Pavlensky, qui aujourd'hui se plaignait. Hein, voilà, c'est une situation monstrueuse parce que je pensais que la France était le pays de la liberté d'expression. Il était un peu vexé qu'on enlève sa vidéo du site. Et voilà, il revient sur cette rhétorique. Benjamin Griveaux qui a utilisé sa famille en se présentant comme une icône. Quelle a été la réaction des Espagnols par rapport justement à cet argument qu'avance cet activiste russe opposant d'ailleurs à Poutine? Déjà, la première des choses, c'est que ce qu'on a bien compris, si vous voulez, c'est que l'argument
où il a dit c'est pour dénoncer l'hypocrisie, ça on l'a tous bien compris, effectivement il y a une certaine donc forme... il y a eu un écho chez vous en Espagne. Il y a un écho, il y a une forme d'hypocrisie, puisque la vie politique, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, que ce soit en Italie, mon collègue sait bien comment ça se passe en Italie, les politiques sont tombés dans l'hypocrisie depuis des décennies d'années, et donc cet argument-là, on peut bien le comprendre. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à trouver Monsieur Mais il n'y a pas un Griveaux danger pour vous victime. sur la démocratie, tout de même, si on commence à balancer en pâture la vie privée des gens, c'est un vrai sujet. Non, c'est un vrai sujet, mais déjà il y a la loi. Comme je vous ai dit, l'Espagne a dû changer la loi parce qu'à l'époque, en 2012, elle permettait ce type de choses. Et l'artiste russe n'aurait jamais été molesté en Espagne à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a dû changer la loi. Mais en même temps, encore une fois, attention, la faute n'est pas aux réseaux sociaux, la faute n'est pas à la population ou à celui qui a trouvé ou qui a eu la vidéo et qui a décidé de la publier. Parce que si on commençait comme ça, il n'y aurait jamais de lanceurs d'alerte. On a oublié à un moment donné qu'il y a eu aussi des lanceurs d'alerte. Ce n'est pas le même cas, mais ne mettons pas des barrières à droite et à gauche pour essayer de vraiment cantonner ça à une histoire de vie privée et vie publique. Oui, ça existe, mais en même temps, la pipolisation de la vie politique, ce n'est pas nous, les journalistes non plus, qui l'avons créée. C'est aussi les politiques qui sont allés vers elle pour essayer d'arriver aux électeurs. Donc ça, c'est le risque. Il faut faire très attention. Il faut juste se rappeler que cette vidéo avait été proposée à un certain nombre de médias, un média notamment, qui a refusé de la voir, de la présenter. C'est pour ça qu'ils sont allés aussi sur un site à l'étranger. Mais attention, c'est pénal en France, donc c'est bien. Ça l'est en Espagne aussi, c'est bien. Mais en même temps, ne rejetons pas la faute uniquement que sur celui qui l'a publié, parce que les hommes politiques ont aussi une part de responsabilité dans cette dérive à laquelle on assiste depuis une dizaine d'années. Matteo Ghisalberti, les hommes politiques ont clairement pour vous aussi une responsabilité dans cette affaire? Je pense que les hommes politiques ont une attitude un peu self-service vis-à-vis des médias. Quand il leur intéresse, les médias, ils sont tout sourire et ils n'arrêtent pas de solliciter des interviews et des échanges avec les médias. Quand ils sont, entre guillemets, menacés par des mauvais sondages ou bien une mauvaise presse, ils les évitent. D'ailleurs, la chose intéressante, c'est que Benjamin Griveaux avait d'ailleurs exclu votre chaîne de l'accès. Je peux vous le dire, on était, selon lui, pas des journalistes, en tout cas, mais des agents des organes de presse. Oui. Exactement. Et donc, c'est intéressant de voir que ce n'est pas du tout la presse qui a géré ce cas, parce que d'ailleurs c'est quelque chose qui a été objet de critiques vis-à-vis de la porte-parole actuelle du gouvernement de Sibeth Ndiaye, qui a parlé de presse de bas niveau, je ne me rappelle plus exactement l'expression, mais il se trouve que c'était pas la presse, d'ailleurs. Un média, justement, comme disait mon confrère, a refusé de publier ces vidéos. C'était les réseaux sociaux, c'était tout ce qui est, comment dire, l'attitude de personnes, si on veut, aussi une espèce de voyeurisme sur Internet. Mais sans doute, il y a je ne serais pas d'accord pour parler de responsabilité de la part des politiques, mais sans doute il y a une attitude qui pourrait être différente. Mais en même temps, je dis aussi que cette attitude est alimentée par l'exigence de se mettre un peu en scène quand il y a une campagne électorale, quand il y a un moment d'échange avec la population. Enfin, c'est un peu comme si le public voulait voir un aspect humain de la vie des hommes et des femmes politiques, mais en même temps, elle ne voulait pas avoir un étalage de leur vie privée, de leur temps libre, etc. Juan José Dorado. Il y a quand même, encore une fois, ce mot qui revient, c'est l'hypocrisie. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, on pourrait parler
de la double vie des François Mitterrand, quand les Français ont découvert sa double vie. Après, ils n'acceptaient pas non plus de ne pas savoir qu'il avait une double vie. On a assisté au divorce en direct de Nicolas Sarkozy avec Cécilia Sarkozy. On a assisté... Mais les journalistes savaient, mais gardaient ça pour eux. C'est ça donc, la différence majeure aujourd'hui. Oui, ce sont les citoyens qui jettent en pâture. C'est différent, c'est ça la différence. C'est ça la différence, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Donc, à nous, en tant que journalistes, les journalistes effectivement... savaient, François Mitterrand, les photos étaient... Voilà, elles étaient mais on ne disait connues. rien à l'époque, parce que la ligne qui différencie la vie privée de la vie publique était beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est à nous, donc, aussi de faire notre travail et de voir où est l'information, où elle n'y est pas. Donc, mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on doit compter sur les réseaux sociaux. Nous, on le fait. Les politiques doivent les faire. Mais ne nous surprenons pas de voir ce qu'on voit aujourd'hui, parce que depuis des décennies, ça se passe. Et on les voyait venir. Encore, on voyait les divorces en direct. On a vu des suicides en direct avec la campagne, à un moment donné, de Monsieur Hollande. Tout ça, ça se passe maintenant devant tout le monde parce que les réseaux sociaux sont là. Cédrico, d'ailleurs, un membre du gouvernement, en a profité de cette occasion, en tout cas, pour suggérer une loi qui va davantage vers le contrôle d'Internet. Matteo Ghiselberti, est-ce que c'est ça la solution ? Non, je suis complètement en désaccord avec cette proposition, comme je suis en désaccord avec la loi, ou en tout cas avec plusieurs aspects de la loi qui misent à limiter, à réduire, à combattre la haine sur Internet, parce que la loi Avia, exactement, parce que bien sûr il faut empêcher les haters, comme on dit en anglais, de sévir sur Internet, mais il y a toujours un risque de limiter la liberté d'expression. Déjà, on a la loi aussi sur les fake news. C'est très difficile après de faire notre travail et donc de faire aussi parfois les lanceurs d'alerte si on a des lois qui continuent à limiter la liberté d'expression. En revanche, on pourrait par exemple s'attaquer à des lois et créer, disons, des lois plutôt qui protègent par exemple les mineurs de façon encore plus importante, parce qu'il ne faut pas oublier que dans toute cette affaire Griveaux, il y a malheureusement une famille qui a été mise sur la scène sans que personne n'avait rien demandé. Et donc, je pense qu'il y a des marges d'amélioration ou de changement dans justement la protection des mineurs, la protection des personnes plus faibles, qui souvent peuvent être exposés sur Internet à des risques qui sont disproportionnés par rapport à leurs vœux, à leurs souhaits. Juan José Dorado, justement, elle est dans le sens de plus de protection, notamment pour les personnes les plus fragiles, les mineurs, parce que c'est vrai que on parle beaucoup de Benjamin Griveaux, qui est un homme, je dirais, majeur vacciné. On parle peut-être moins des victimes, des jeunes qui sont souvent justement en prise avec ces fameuses revenge porn et qui en souffrent beaucoup, vers davantage quand même de protection au niveau des protections par rapport effectivement aux populations les plus vulnérables, donc les jeunes notamment, par rapport effectivement à ce phénomène. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais ça ne doit pas non plus aller au-delà à contrôler la fin de l'anonymat sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Là, de toute façon, il n'était pas anonyme, donc Babinski. En plus, c'était pas anonyme. Mais les politiques ont la tendance, quand il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à contrôler, c'est à faire une loi pour l'interdire. Et donc ça, on peut pas le permettre. Et nous, les journalistes, on le sait, parce qu'il y a tout un tas de lois qui délimitent le champ d'investigation des journalistes. On n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de diffuser ça, on n'a pas le droit Donc non, il faut quand même protéger les populations qu'il faut protéger, mais ne généralisons pas, parce que ça n'aide pas la société, ça n'aide pas la démocratie, ça n'aide que ceux qui ont en quelque sorte quelque chose à cacher. Matteo Ghiselberti, le mot de la fin.
Oui, non, il ne faut pas continuer à restreindre la liberté d'expression aussi parce que, comme disait effectivement mon confrère, toute occasion est bonne pour essayer d'introduire une nouvelle loi qui, d'ailleurs, punit aussi un certain type d'information qui est de toute façon légitime, parce que souvent on prévoit aussi des amendes très importantes pour les journalistes ou pour les organes de presse. Il faut toujours se rappeler que les journalistes sont au service de la comment dire de la communauté et donc ils donnent leur contribution avec leur travail libre. Merci beaucoup en tout cas tous les deux, Juan José Dorado, Matteo Ghisalberti. Merci d'avoir été avec nous pour ce débat.